Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. Il y a beaucoup de questions ce matin. Vous dirigez la région Normandie, le nouveau centre. Alors avant de parler de la loi travail, un mot quand même sur le Brexit. Parce que votre territoire Normandie est en face du Royaume-Uni. Il n'est pas simplement en face. Il a donné les institutions aux Anglais. Je vous rappelle que ce sont les Normands qui ont donné les institutions à la couronne britannique. Rendons aux Normands ce qui est aux Normands. Il y a beaucoup d'échanges entre les deux territoires. Comment vous répondez économiquement à cette décision du peuple britannique? Pour nous, il y a d'une part, au niveau national, un mot d'abord, si vous le voulez bien. Est-ce que c'est un échec de l'Europe? Oui, sans aucun doute. Est-ce que c'est un drame? Ça n'en est pas un. Ça n'en est pas un, d'une part, parce qu'il y avait beaucoup de clauses d'opting out, de statut spécifique des Britanniques, et que, deuxième élément, on peut tout à fait bâtir avec eux une zone de libre-échange. Troisièmement, est-ce que ça nous impose de revoir la construction européenne? Ça fait des années que les centristes le disent. L'Europe qu'on nous a faite est une Europe qui a fini par se détacher du peuple. C'est une Europe que nous ne voulons pas, que personne ne veut, telle qu'elle est bâtie, impuissante, incapable de protéger les peuples, mais aussi incapable de porter une ambition. Alors, une ambition. Refonder l'Europe, on l'entend partout. On l'entend partout. Je le dis. Et j'ai été ministre de la Défense. Je sais à quel point, lorsqu'on parle d'Europe de la Défense, on parle d'un sujet qui ne parle plus aux Européens, qui n'ont plus d'ambition. Il y a quelque chose d'assez fabuleux quand on veut bien y réfléchir. C'est que nous sommes encore le continent ou la zone la plus prospère du monde et nous avons renoncé à assurer notre sécurité par nous-mêmes. Mais c'est votre échec à tous de ne pas avoir réussi à faire comprendre aux citoyens. Mais les Européens, c'est les gouvernements aussi. Et c'est l'ambition de dirigeants européens capables de sortir de l'intergouvernemental, de la discussion, du barguinage permanent et au contraire de bâtir une ambition avec un certain nombre de sujets majeurs. C'est ça qu'il faut à partir d'un noyau dur. C'est ça qu'on a besoin de construire. Mais les Britanniques, sur des sujets comme l'Europe de la défense, empêchaient toute évolution. Donc je veux dire, en même temps, il y a de là les moyens d'un rebond dès lors qu'on a des dirigeants capables de porter cette ambition. Et je suis pas convaincu qu'aujourd'hui, ni Angela Merkel, ni François Hollande soient capables de porter cette ambition compte tenu de leur faiblesse dans l'opinion publique et, disons-le, de leur absence de l'ambition européenne qu'on a connue avec les dirigeants français et allemands pendant des décennies. Vous l'avez côtoyé pendant des années. Nicolas Sarkozy ferait mieux dans une crise comme ça? Écoutez, je lui reproche souvent d'oublier l'ambition européenne dans son discours, mais en même temps, il a été un président de l'Union européenne en 2008, dont tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il a évité le drame et le collapse absolu. Donc, au moins, considérons que en 2017, le prochain président de la République aura une mission majeure, c'est de bâtir avec le futur chancelier de l'Allemagne l'Europe de demain dont on a besoin, parce que c'est le seul horizon qui est que nous devons avoir en commun. On voit des entreprises britanniques ou des groupes britanniques éventuellement regarder vers l'extérieur après ce Brexit. Est-ce que la région Normandie a un coup à jouer avec ce Brexit? Et comment vous allez attirer peut-être des entreprises? Pour nous, il y a un sujet simple, c'est de dire aux Britanniques, pour tout vous dire, le Brexit, ça a été voté jeudi, le vendredi, j'ai appelé mes services en leur disant, vous allez me bâtir une stratégie pour communiquer auprès des Britanniques et leur dire, voilà, votre place, elle est en Normandie. C'est quoi? C'est Welcome in Normandie, moins d'impôts, voilà. moins de ouais, plus ça, de les impôts, ça c'est pas du ressort de la région, mais il y a des sujets qui sont nationaux. Et il est vrai qu'il faut qu'on ait une politique fiscale nationale qui permette de dire à un groupe je vais mettre mon siège social en France. Aujourd'hui, malheureusement, les sièges ont plutôt tendance à quitter le territoire national qu'à y venir. Mais pour nous, Normands, il faut que nous arrivions à bâtir une stratégie à la fois d'attractivité du territoire, de marketing territorial d'une part, et de leur dire nous sommes voisins, vous venez beaucoup en vacances en Normandie, c'est en quelque sorte pour vous un lieu naturel vers lequel vous allez, eh bien venez y vivre et y travailler en bâtissant un package, un module qui leur permette de pouvoir s'installer facilement, bref, de pouvoir rapidement faire ce saut. En même temps, on voit la chute de la livre sterling. Est-ce que vous craignez des conséquences sur le tourisme? Parce que du coup, les Britanniques ont une livre sterling qui chute beaucoup. Et donc, pour s'installer ou pour être en vacances en France, c'est compliqué.
Oui, il y a ça, et puis pour nous, il y a par exemple la question du transmanche, où bien sûr, qui sont des compagnies qui vivent, qui sont très dépendantes de la parité entre la livre et l'euro, et donc il y a aussi des sujets d'inquiétude pour nous. Mais on a déjà vécu des parités de ce genre, donc il faut simplement qu'on soit en capacité de réagir et de rebondir. La loi travail. Interminable débat. Apparemment, le gouvernement va utiliser le 49.3. Vous êtes centriste. Vous appelez depuis des années à des majorités nouvelles. Est-ce que franchement, la droite et le centre ont joué le jeu sur un texte comme ça, en ne filant pas un coup de main au gouvernement, si je puis dire, sur une majorité d'idées? Moi, j'ai dit à l'époque, au moment du dépôt du projet de loi, je suis prêt à le voter. On ne peut pas dire mieux. Sauf qu'il en sort quoi de ce texte? Rien. Rien. Vous vous rendez compte qu'on a mis le pays dans un état sans dessous, voilà, qui est aujourd'hui un pays qui comprend bien qu'on a fracturé terriblement une société sur un sujet qui finalement ne changera rien à la donne réellement. Franchement, voilà. L'article 2, le passer de la branche à l'accord d'entreprise. Oui, mais on a tellement créé des conditions. C'est pas rien, ça, Hervé. Oui, mais on a créé de telles conditions qu'au bout du compte, il y aura peu d'évolution et qu'on a besoin de revoir en profondeur notre droit du travail. Alors, ce qu'on peut reconnaître dans tout cela, c'est en quelque sorte l'évolution du Parti socialiste, qui pendant des années évoquait ces sujets en expliquant que plus il y avait de protection, plus il y avait d'emploi. Aujourd'hui, la gauche, le PS, a évolué sur ce sujet. Une partie du PS, apparemment. Oui, voilà, bon. Et on voit bien derrière tout ça que la fracture droite-gauche devient une fracture de plus en plus factice entre les sociodémocrates et, j'allais dire, la droite moderne. Et que moi, j'appelle à la recomposition au soir du premier tour de l'élection présidentielle du paysage politique français. Il est resté figé parce que la Ve République le fige, mais on voit bien qu'on est au bout d'un cycle et que finalement, il y a en France un bloc des modernes et que ce bloc des modernes doit gouverner ensemble. Alain Juppé appelle ça couper les deux bouts de l'omelette et rassembler on va dire les progressistes et les modérés des deux bords au sein quoi, au sein d'un même mouvement politique. Vous appelez à la création d'un nouveau mouvement politique après 2017? Je dis que le soir du premier tour de l'élection présidentielle, celui qui sera face à Marine Le Pen, parce que c'est le schéma vers lequel malheureusement nous allons, aura non pas simplement le rôle d'appeler à l'union contre le Front National, etc. Il aura comme responsabilité majeure de participer et d'être à l'initiative de la recomposition du paysage. Quelle initiative? Un nouveau mouvement politique? Ça doit être un mouvement politique, ça doit être une nouvelle majorité, des candidats soutenant l'action du président de la République, élu par les Français au soir du second tour, mais venant éventuellement de droite et de gauche. Ça veut dire que vous sentez plus proche de Manuel Valls et d'Emmanuel Macron que de certains députés des Républicains? Moi, je dis qu'entre Valls, Macron, Juppé et Sarkozy, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence si on veut bien regarder les choses. Ah bah c'est pas ce qu'on entend tous les jours. Mais regardez. C'est quoi? Il y a de la posture. Il y a de la posture. Mais regardez sur le fond, vous verrez que finalement, il y a probablement moins de différence qu'entre une partie des Républicains et une autre partie. Le débat sur le travail, le mouvement social a amené, on a vu beaucoup de violence dans les manifestations, violence désormais lorsque les ministres se déplacent. Stéphane Le Foll, encore hier soir, a eu une réunion compliquée en déplacement. Le retour de l'ultra-gauche violente, comme le dit Jean-Christophe Cambadélis, est-ce que ça vous inquiète? Vous aurez peut-être à gouverner en 2017? Non mais attendez, il faut voir pourquoi on a ces mouvements-là. Quand vous êtes un homme de gauche avec une conception de société radicalement différente, que vous avez élu, participé à l'élection de François Hollande, vous vous sentez quand même trahi comme personne ne peut. Tout de même, on est. Je veux dire, moi, j'aurais voté Hollande, j'aurais fait partie de cette gauche de la gauche. Je serais aujourd'hui dans la rue. Écoutez, comment ne pas l'être? Alors, pas forcément en étant aussi violent. Mais restons sur les groupes d'ultra-violence. Vous avez été... Voilà, mais je dis la responsabilité, c'est celle du ministre de l'Intérieur. Tout de même, vous avez été ministre de la Défense. Non, la question, c'est celle du ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le ministre de l'Intérieur est responsable de la sécurité et de la protection. Et donc, il doit faire en sorte qu'il mette les moyens pour que, en effet, nos compatriotes et que l'expression politique puisse être garantie et que nos compatriotes soient protégés. C'est ça la question. En même temps, dans le maintien de l'ordre, il y a toujours le risque de bavure. Est-ce que lorsqu'il y a 3 semaines, par exemple, on voit 700 ou 800 casseurs à Paris, ce qui est
du jamais vu. Est-ce qu'on peut vraiment agir? Quelle est votre solution? Et pourquoi on ne pourrait pas agir? Qu'est-ce qui empêche de mettre en œuvre des procédures judiciaires contre ces casseurs? Rien. Simplement l'impuissance de l'État, c'est ça le sujet. L'impuissance de l'État. Entre 2007 et 2012, il y a eu plus de 10 000 suppressions de postes dans la gendarmerie et dans la police. Vous étiez ministre de la Défense. Est-ce que vous regrettez finalement ces suppressions de postes? Est-ce que vous pensez que la question, c'est celle de la suppression des postes quand il s'agit de mouvements violents comme ça? C'est d'abord la fermeté de l'État de faire appliquer le droit. C'est tout à fait différent de tout cela. En même temps, les forces de police et de gendarmerie se disent très fatiguées. Alors effectivement, il y a une vague terroriste sans précédent. Oui, voilà, on est sur... Mais les effectifs sont un sujet, ils le disent, les forces de police et de gendarmerie. J'entends bien, comme j'ai mené une vaste réorganisation de la défense aussi, et j'ai été le premier à saluer la pause sur la réduction des effectifs de la défense. Donc je dis que le contexte a changé et que ce contexte nous impose de revoir en effet l'évolution des effectifs, ça fait aucun doute là-dessus. Rapidement, j'en viens à une mesure prise par votre collègue et ami, Laurent Wauquiez, région Rhône-Alpes-Auvergne. Il met en place une préférence locale sur les chantiers de la région pour contourner quelque part la directive des travailleurs détachés pour éviter le dumping social. Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure? Je suis d'autant plus favorable que je vais aussi la mettre en œuvre dans ma région. Vous l'annoncez ce matin, vous la mettez Oui, je vais la mettre en œuvre. On est en train d'y travailler. Je vous donne des éléments. On peut y mettre des clauses environnementales dans les marchés publics. La trace carbone. Deuxièmement, on doit y mettre des clauses sociales sur l'apprentissage. On doit y mettre des clauses qui permettent aussi d'éviter, en effet, des sous-traitances étrangères telles qu'on peut les vivre. Donc vous soutenez le gouvernement à travers, par exemple, le fait que on doit parler français sur les chantiers pour des raisons de sécurité. Donc on peut mettre en place toute une série de clauses qui sont tout à fait conformes au marché public et qui permettent de favoriser l'économie locale et les entreprises de Normandie. Ça, moi je l'avais dit durant la campagne, je vais le faire. Et je vais même, autre chose, faire en sorte que dès lors que la région subventionne une collectivité locale, que la collectivité locale soit obligée de respecter un cahier des charges que la région fixera. Un dernier petit mot, Hervé Morin. Nicolas Sarkozy semble être en dynamique dans les sondages il y a 3 semaines, un mois. Est-ce que cela vous étonne? Non, pas du tout. J'ai toujours dit que, pour moi, quand on le donnait battu depuis des mois, je disais, vous vous trompez. Parce que derrière tout ça, il y a quelque chose qu'il faut avoir. On se trompe parce que c'est le meilleur candidat pour la droite, selon vous? Parce qu'il a déjà beaucoup d'énergie et d'autre part, parce que le contexte politique l'y aide. Et enfin, je dis une dernière chose, c'est qu'on est dans une période de rupture et que le discours modéré, c'est pas forcément celui qu'attendent les Français. Hervé Morin, merci beaucoup. Très bonne journée sur LCI. Merci.